deuxième poly qui va être fait à la fac. Donc, c'est un cours qui est fait en 2 heures. Et on va faire ici seulement la moitié puisqu'on a 1 heure. Donc, l'objectif de ce chapitre, c'est de présenter les données qu'on va étudier en statistique et savoir comment on les caractérise. Donc, ça va être ça l'objectif de ce cours. Alors, Est-ce une qu'on peut seconde. avoir le truc par WhatsApp ou pas par hasard? Oui, oui, mais ça va prendre un peu de temps parce qu'il est assez lourd, mais je peux le faire, oui. Ah, ça va, ok. Merci. Vous voulez que je vous l'envoie maintenant? Quand tu peux. Ouais, ok. Ok, alors, attendez. Une seconde, hein. Ou alors, on demande à Dan. Alors, une seconde. Je vais l'envoyer sur le groupe. Non, parce que Dan, il n'a pas encore. Donc, alors, attendez. Comment on fait? Il faut que je l'enregistre et que je l'envoie sur le groupe. Ok. Attendez. C'est bon? Ok. Ça marche. 1 minute. Voilà. Je l'ai envoyé sur le groupe. J'imagine que ça va prendre un peu de temps pour que ça s'envoie parce que le fichier il est lourd. Donc, on va commencer ici et quand vous l'aurez, vous pourrez le prendre. OK. Alors, une seconde. Vous voyez mon écran là? Non. Non, on voit pas. Non? Alors, attendez. Euh, Là? C'est bon? Oui. Voilà, on Ah voit. oui. Ok, super, super. Normalement, ça ne devrait pas tarder à arriver. OK. Donc, comme je vous l'ai dit, dans ce cours, on va voir dans un premier temps les différents types de données. Donc, on va voir les données qualitatives et ordinales à une dimension, les données qualitatives à 2 dimensions, les données quantitatives à 1 dimension et les données quantitatives à 2 dimensions. Donc, première partie du cours, voir c'est quoi, de quoi on parle en statistique descriptive, c'est quoi les types de données qu'on va analyser en statistique descriptive. Donc, on va avoir 3 types de données, les données de type qualitative, les données de type quantitative et les données de type ordinal. Donc ça va être l'objet de la première partie du cours. Donc, c'est assez simple de les comprendre et à partir de leur nom, en fait, on sait ce qu'ils sous-tendent. Donc, une donnée qualitative, on dit qu'une donnée est qualitative si elle peut se présenter sous plusieurs aspects différents. Si on peut donner comme exemple le sexe, la couleur de peau, on peut être brun, blond, etc. Les groupes sanguins, on peut être A, B, O, AB, O-, O+, etc. Donc, c'est des caractères qui ne sont pas quantifiables. C'est pas comme la taille, c'est pas comme l'âge, ces trucs ne sont pas quantifiables et qui se présentent sous plusieurs aspects différents. Donc, on va commencer par on va commencer par un exercice pour voir si vous avez bien compris cette définition sur les données qualitatives. Donc, dites parmi les données suivantes lesquelles ne sont pas qualitatives. Donc, la couleur des yeux, on est d'accord que c'est qualitatif. Ouais. Ouais. C'est quelque chose qui peut se présenter sous plusieurs aspects différents, marron, bleu, etc. La taille, c'est quantitatif. C'est pas qualitatif. La taille, la taille, on peut la quantifier et ça prend des valeurs continues. L'âge aussi, c'est quelque chose de quantifiable. Donc, ce n'est pas quelque chose de qualitatif. La profession, c'est quelque chose de qualitatif. C'est une classe dans laquelle on peut ranger une certaine catégorie de personnes. Le goût d'un aliment aussi, c'est qualitatif. Donc, on pourrait donner une définition par défaut d'une donnée qualitative. C'est tout ce qui n'est pas quantitatif, en fait. Moi, je raisonnais comme ça quand j'étais en première année. Je me disais que tout ce que je ne peux pas quantifier, eh ben, par défaut, c'est qualitatif. Donc voilà, les deux seuls critères, les deux seules données ici qui n'étaient pas qualitatives, c'était la taille et l'âge. Ok. Pourquoi juste? Comment?
Tu peux répéter pourquoi, juste, s'il te plaît? Alors, parce que, en fait, ici, on me demandait c'était lesquelles qui n'étaient pas qualitatives. Ouais. OK? Donc, en gros, c'est celles qu'on peut quantifier. On peut donner une valeur. On cherche les, euh, les données, les caractéristiques pour lesquelles on peut donner une valeur. La couleur des yeux, on ne peut pas donner de valeur à une couleur des yeux. Ah, on ne peut pas donner de chiffres. Ouais. Voilà, c'est ça, deux chiffres. On ne peut pas les associer à un chiffre. Alors que la taille, l'âge, on peut les associer à un chiffre. La Ok. profession, pareil, on ne peut pas l'associer à un chiffre. Au bout d'un élément aussi, on ne peut pas l'associer à un chiffre. OK? Ok, merci. Maintenant, on va passer aux données ordinales. Donc, les données ordinales, ça se rapproche beaucoup des données qualitatives. La seule chose qui distingue une donnée ordinale d'une donnée qualitative, c'est que dans une donnée ordinale, comme son nom l'indique, on peut donner une échelle on peut donner une relation d'ordre entre les données. Par exemple, le stade d'un cancer. Si on vous dit le stade d'un cancer, c'est une donnée ordinale, c'est vrai, puisqu'on a une relation d'ordre. On a le premier stade, le deuxième stade, le troisième stade, et enfin le stade terminal. Par exemple, ou sinon l'appréciation d'un site de vente sur Internet. 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Donc, les données ordinales, généralement, c'est celles qui sont les plus faciles à repérer. C'est quand on a une hiérarchie dans les données, une relation d'ordre. Donc, on va faire la même chose que pour les données qualitatives. Par contre, ici, il va falloir trouver lesquelles des données que je vous ai présentées sont considérées comme ordinales. Donc, le nombre de frères d'une même fratrie, ça, on est d'accord que ce n'est pas ordinal. Il n'y a pas une relation d'ordre entre les frères. Il n'y a pas une relation de progression entre les frères d'une même fratrie. Ici, ça serait plutôt quelque chose de quantitatif. Le score de pollution d'un véhicule automobile. Ben ça, c'est vrai. Vous savez que maintenant, il y a des étiquettes sur les voitures A, B, C, D, E. On sait que A, c'est moins polluant que B, c'est moins polluant que C, etc. Le stade d'un lymphome, c'est ce que je vous ai dit. Un lymphome, c'est un cancer. Et on le quantifie selon 4 stades. Et plus le stade il est élevé, plus le pronostic de la maladie est défavorable. La tension artérielle, ça, c'est quelque chose de quantitatif et c'est quelque chose de continu. La tension artérielle, on peut lui donner un nombre, on peut lui donner un chiffre, alors que par définition, une donnée ordinale, on ne peut pas l'associer à un chiffre. À un chiffre. La glycémie aussi, c'est quelque chose de continu, c'est quelque chose de quantitatif. Donc, voilà, je vous ai mis les réponses dans la diapositive qui suit. Donc, les D, B et C. OK. Maintenant, on va passer aux données quantitatives. Donc, une donnée quantitative prend pour valeur un nombre résultant de la mesure avec une unité du caractère chez chaque individu. C'est une définition qui a l'air un peu alambiquée, mais c'est très simple. Une donnée quantitative, ça a principalement 3 caractères. Elle est spécifique à un individu, elle est définie par une unité et c'est un nombre. Par exemple, l'âge, la taille, la calcémie, le taux d'hémoglobine, ça c'est des choses, quantitatives. Donc ces variables quantitatives, ils peuvent être de deux types. Elles peuvent être soit continues, soit discontinues. Si je prends l'exemple de la taille, c'est quelque chose de continu. Ouais. Si je prends un autre exemple, comme quel exemple on pourrait donner? Pas l'âge, puisque c'est quelque chose de continu. Par exemple, si je vous donne les notes dans une classe, là, c'est quelque chose d'a priori discontinu. On ne peut pas vous mettre 19,99999. OK? Juste, c'était quoi les 3 caractères? Ok. C'était spécifique à l'individu. Voilà, spécifique à l'individu, ben, c'est par définition associé à un nombre et c'est associé à une unité. Ah, merci. OK? L'âge, le kilogramme, enfin, le poids, etc. OK, parmi les données ci-dessous, indiquez lesquelles sont quantitatives et discontinues. Donc, une note a un contrôle. Ça, on vient de dire que c'est discontinu. Le nombre de cellules par millimètre carré. Ça aussi, c'est discontinu. Puisqu'une cellule, par définition, on ne peut pas la couper en deux. Donc, ça ne peut pas prendre des valeurs décimales. L'âge, a priori, ça serait. J'ai un doute sur cet item, mais a priori, l'âge, ça serait quelque chose de continu. Ou quoique ça pourrait être discontinu. La température, c'est continu et le poids, c'est continu. OK. Donc,
Maintenant, on a vu ces trois types de données, donc qualitatives, ordinales et quantitatives. En première année, on ne vous demandera jamais on vous donnera jamais des items comme ce que je vous ai fait. C'est juste pour vous donner une idée pour bien que vous compreniez les notions. Mais en première année, on va s'intéresser surtout à comment on caractérise les données. Donc, on va s'intéresser d'abord aux données qualitatives et ordinales à une dimension. Et on va voir les notions de fréquence absolue, fréquence relative, fréquence composée, diagramme camembert et diagramme en bâton. Donc, c'est très simple. Vous allez voir, les calculs, c'est du CM2. Hein. OK. Donc, on va commencer par la fréquence absolue. La fréquence absolue, on l'utilise pour caractériser les données quantitatives. Donc, la fréquence absolue, c'est tout simplement le nombre d'individus par classe. Dans l'exemple que je vous donne, on a pris 180 personnes et on a typé leur groupe sanguin. Et on a obtenu le tableau que je vous ai mis. Donc, pour le groupe A+, on a 80 personnes, le groupe A- 10 personnes, le groupe B+, 20 personnes, etc. La fréquence absolue, c'est l'effectif par classe. Donc, si je vous dis la fréquence absolue du groupe sanguin A+, eh ben, c'est tout simplement 80. Si je vous demande la fréquence absolue du groupe sanguin B+, tout simplement 20. Voilà. C'est aussi simple que ça. De cette notion découle la notion de fréquence relative. Donc, la fréquence relative, c'est aussi simple. C'est le rapport entre l'effectif d'une classe à l'effectif total. Donc, c'est en gros, entre guillemets, une proportion. Et la somme des fréquences relatives de chaque classe est par définition égale à 1. C'est un peu ce que vous avez vu dans les lois de probabilité en terminale. Donc, parfois, on peut exprimer les résultats des fréquences relatives en pourcentage et il suffit juste de multiplier la fréquence relative par 100. Donc, ça, c'est une évidence. Donc, si je vous ai remis le même tableau, mais en un peu plus simplifié, si je vous demande la fréquence relative du groupe sanguin AB+, dans cette série de mesures, eh ben, ça va être 25, donc l'effectif de la classe, que je rapporte à l'effectif total. Ici, l'effectif total, c'est quoi? C'est 30 plus 25, 55. 55 plus 25, 80. 80 plus 20, 100. Donc ici, si je fais 25 rapporté 1 100, ça me fait 0,25. Je crois que j'ai mis 0,3 parce que c'était A+. Désolé, donc c'est 0,25. OK. Maintenant, on va passer aux fréquences cumulées. Donc les fréquences, fréquence absolue, fréquence relative, c'était pour caractériser à la fois les données quantitatives et à la fois pour caractériser les données ordinales. Pardon, qualitatives et ordinales. Maintenant, les fréquences cumulées, c'est utilisé pour décrire uniquement des données ordinales. On va voir pourquoi. Donc, on va prendre un exemple pour vous donner l'idée de ce que c'est les fréquences cumulées. Donc, on a pris un échantillon de 500 cancéreux et on a noté le stade de la maladie. Donc, ici, on est sur une donnée qui est typiquement ordinale. Et on avait 4 stades dans cette maladie et on a classé les individus en fonction de leur stade. Et on a obtenu ce tableau. Donc, pour le stade 1, on avait 350 malades. Pour le stade 2, on avait 110 malades. Pour le stade 3, 30 malades. Pour le stade 4, 10 malades. On a noté ici les fréquences relatives. Donc ici, les fréquences relatives, je vous rappelle ce que c'est l'effectif d'une classe rapporté à l'effectif total. Et bien, la fréquence cumulée, c'est très simple en fait. Ça consiste seulement en l'addition des fréquences de plusieurs stades. Donc, c'est pas clair, mais qu'est-ce que tu fais? Donc, je vais vous expliquer ce que ça signifie. En fait, pour trouver une fréquence, par exemple, si je veux la fréquence relative cumulée du stade 2, eh ben, je vais additionner la fréquence relative du stade 1 et la fréquence relative du stade 2. Et donc, ça va me faire 92. Si je veux trouver la fréquence relative cumulée du stade 3, eh ben, je vais faire 78. voilà, c'est ça. 70 plus 22 plus 6. Donc, ça va me faire 98. Et évidemment, pour le dernier stade, c'est égal à 100. Et juste pour montrer pour la fréquence relative avec cet exemple. Et bien, ici, par exemple, je vais faire la fréquence relative
du stade 1. OK? Ouais. Ici, on est d'accord que j'ai 500 malades. OK? Donc, la fréquence relative du stade 1, ça va être 350 sur 500. 350 sur 500, ça me fait 0,7. Ici, pardon, donc ici, c'est exprimé en pourcentage. Il y a 70% de personnes qui sont au stade 1. OK? C'est bon pour ça? Ouais. Bon, c'est simple. Hein? OK. Maintenant, on va passer au diagramme en camembert. Le diagramme en camembert, il est utilisé pour représenter les données à la fois qualitatives et aussi les données ordinales. Donc, on peut représenter les effectifs absolus ou relatifs par des secteurs de cercle dont la surface est proportionnelle à l'effectif contenu dans chaque classe. Donc, c'est très simple à lire. Plus la portion du camembert sera grande, plus on aura d'effectifs dans la classe qu'on étudie. Donc, ici, on voit que pour les yeux marrons, on a un effectif plus grand. Et bien, dans le diagramme en camembert, on aura un secteur qui sera plus grand. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et surtout retenir que c'est pour représenter des données qui sont qualitatives. OK. Maintenant, on a une façon spécifique de représenter les données ordinales, c'est le diagramme en bâton. Le diagramme en bâton, il permet déjà de mettre en évidence la relation d'ordre qui est indissociable des données ordinales. Donc, je vous ai donné ici le même exemple que le cancer d'avant, avec les mêmes chiffres. Donc, pour le stade 1, on a 350 personnes, le stade 2, le stade 3, on a 30 personnes, le stade 4, on a 10 personnes. Et bien, si on représente ça dans le diagramme en bâton, c'est très simple. En abscisse, on a le stade. En ordonnée, on a les fréquences. Et plus voilà, la barre elle est élevée, plus on a de personnes dans notre stade. Attention, c'est uniquement utilisé pour représenter les données ordinales. Parce que si on avait une donnée qualitative, on n'aurait pas pu faire cette relation d'ordre en abscisse. On n'aurait pas obtenu cette relation d'ordre en abscisse. OK? Le mode maintenant. Le mode, c'est une notion aussi qui est typiquement associée aux données ordinales, mais aussi, on va le voir, aux données quantitatives. Le mode, c'est la classe qui offre la plus grande fréquence. Autrement dit, c'est le stade ici qui présente le plus grand nombre de personnes. Et bien ici, le mode, tout simplement, ça va être le stade 1. On a 350 personnes pour le stade 1, alors que pour les autres stades, on a moins de personnes. Donc le stade, c'est très simple à comprendre, c'est l'effectif pour lequel on a le plus de personnes. La classe pour laquelle on a le plus grand effectif. C'est ce que je vous ai représenté ici. Le mode, c'est ici, ce sera le stade 1. Alors, nota bene que pour certaines répartitions de données ordinales peuvent être multimodales. Il y a certains cas, on peut se retrouver avec deux modes. Supposons que le stade 3 ici a 350 personnes, et ben on aura deux modes. Les deux modes, ça sera le stade 1 et le stade 3. Bon, c'est très simple, c'est simple à comprendre ce premier chapitre. OK. Donc, on a fini pour les données qualitatives et ordinales à une dimension. On va passer aux données qualitatives à deux dimensions, avec les notions de tableau de contingence et la notion de marginal. Donc, ici, on n'a plus une dimension, on n'a plus une seule donnée, mais on a deux données. Donc, deux données qualitatives, et on veut représenter une donnée en fonction de l'autre. Pour représenter une donnée qualitative en fonction d'une autre donnée qualitative, on va utiliser un tableau de contingence. Un tableau de contingence, plus simplement, c'est un tableau. C'est tout simple. Ça s'appelle aussi un tableau à double entrée. Donc, si on veut, par exemple, représenter la présence d'un signe en présence ou en l'absence d'une maladie, on peut faire ce tableau à double entrée. On peut mettre à l'horizontale, on va mettre si le signe est présent ou pas, et à la verticale, on va mettre si la maladie elle est présente ou pas. Donc, c'est ce que je vous ai représenté ici. On a une première donnée qui est à la verticale. Ici, c'est la présence du signe ou l'absence du signe. Et on a une deuxième donnée qui est à l'horizontale. C'est la présence de la maladie ou l'absence de la maladie. Donc ça, ce tableau, il nous sert à représenter
les données pour lesquelles on a 2 dimensions. Attention, c'est seulement valable pour les données qualitatives. Pour les données quantitatives, on va plutôt utiliser des nuages de points. On reverra ça peut-être dans un autre cours. Aujourd'hui, on ne le fera pas. Une autre notion qu'il faut savoir, c'est que dans ce tableau de contingence, il y a une ligne et une colonne qui ne dépendent pas des caractéristiques de l'autre donnée. Je m'explique. La dernière colonne et la dernière ligne du tableau de contingence, elles nous renseignent sur l'effectif de chaque classe sans tenir compte de l'autre classe. C'est hyper simple. Ici, S+, on aura 120 personnes qui ont le signe positif. Donc, les dernières lignes, la dernière colonne et la dernière ligne, elles nous renseignent sur la proportion de personnes dans chaque classe. Et cette dernière ligne et cette dernière colonne, il faut juste retenir qu'on les appelle les marginales. Donc, on a la marge colonne et la marge ligne. C'est tout simple. OK. On va passer à un petit QCM. Donc, parmi les propositions suivantes, dites laquelle ou lesquelles sont exactes. Donc, je vais vous laisser le faire et on corrige dans 2 minutes. Dans 1 minute même. C'est des QCM types, ça, qui peuvent tomber, genre? Ça, c'est un QCM type. Ça, c'est quasiment une annale. Hein. Ah ouais. C'est vraiment des QCM comme ça qui fait tomber sur le premier chapitre. Il va vous demander surtout qu'est-ce qui permet de représenter quoi. C'est bon? Oui. OK, vous avez trouvé quoi? A, B et E. Qui sont vrais. Qui sont exacts. Et E. Je suis d'accord. OK, donc la A a été juste. Un diagramme en bâton permet de représenter les données ordinales. Bon, c'est évident. La fréquence relative correspond au rapport de l'effectif d'une classe à l'effectif de l'ensemble des classes. C'était juste. La fréquence absolue peut aussi s'exprimer en pourcentage. Ça, c'était faux. C'est la fréquence relative qui peut s'exprimer en pourcentage. On a 50 personnes et ce nombre, on ne peut pas le transformer en pourcentage. Les données qualitatives à une dimension peuvent être représentées dans un tableau de contingence. C'était faux, c'était des données qualitatives à 2 dimensions. Et la dernière ligne et la dernière colonne d'un tableau de contingence sont appelées marginales. Ça, c'est vrai. Alors, attendez, pourquoi ça ne veut pas passer? OK. Donc, c'était A, B, E. OK. Donc, on a fini pour les données qualitatives et les données ordinales. On va passer maintenant aux données quantitatives à une dimension. Et dans cette partie, on va donner des généralités. On va parler de ce qu'est un histogramme. Et ensuite, on va parler de façon très brève des paramètres de tendance centrale et des paramètres de dispersion, mais on ne va pas s'attarder dessus puisqu'on sera déjà à la fin du cours. OK. Donc, les variables quantitatives, on sait qu'ils sont de 2 types. Ils peuvent être soit continus, soit discontinus. Donc, continu, c'est la température, discontinu, c'est l'âge. Donc, les variables quantitatives discontinues sont représentées à la manière des données ordinales par un diagramme en bâton. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le diagramme en bâton, il servait à représenter les données ordinales, mais il servait aussi à représenter les variables quantitatives discontinues. Par contre, les variables quantitatives continues, on va les représenter par ce qu'on appelle un histogramme. Donc, un histogramme, c'est donc dans un repère à 2 axes, on va construire des rectangles qui sont proportionnels au nombre de personnes qu'on trouve dans chaque classe. Donc ça paraît un peu compliqué, mais ça n'est pas du tout. Donc si je veux représenter ce tableau sous la forme d'un histogramme, eh ben, ça va être très simple. Je vais avoir 2 axes. En ordonnée, je vais avoir l'effectif. En abscisse, je vais avoir la taille, puisque ici, la donnée qu'on cherche à représenter, c'est la taille. C'est une donnée qui est continue. Et on va avoir pour chaque classe un rectangle qui va être proportionnel
au nombre de personnes qu'on retrouve dans cette classe. Donc ici, on a un rectangle moyen pour la première classe qui contient 10 personnes, un rectangle un peu plus haut et un peu plus large pour la deuxième classe qui contient 20 personnes, et un troisième rectangle un peu plus petit pour la quatrième classe. Donc c'est tout simple, on représente les données avec des formes géométriques et dont le volume est proportionnel au nombre de personnes qu'on retrouve dans chaque classe. Il y a une définition qui est à connaître. Si je prends la ligne polygonale en joignant les bords de chaque rectangle, je vais obtenir l'histogramme. En fait, l'histogramme, ce n'est pas le volume des rectangles, c'est surtout les contours des rectangles. Donc, c'est ça, ce que je vous ai représenté en noir ici. Donc, l'ensemble de cette ligne polygonale, ça va s'appeler l'histogramme. OK? Et ça, c'est utilisé pour représenter les données quantitatives. Donc, un tel histogramme est tracé en respectant deux règles. L'échelle sur l'axe des abscisses est identique pour tous les intervalles des classes et la surface de chacun des rectangles est proportionnelle au nombre d'individus de la classe. Donc, c'est très simple. OK, maintenant, on va passer à une deuxième notion qui est aussi simple à comprendre, c'est le polygone des fréquences. Donc, le polygone des fréquences, qu'est-ce que c'est? C'est la ligne polygonale qui va joindre le milieu du sommet de chacun de ces rectangles. Donc, si je vous le représente ici, ça va être ça. Pardon. Le polygone des fréquences, ça va être la ligne polygonale qui est formée par ces deux traits-là. Et vous voyez que on rejoint à chaque fois le milieu du sommet de chacun des rectangles qui nous ont servi à construire notre histogramme. Et ça, c'est ce qu'on appelle le polygone des fréquences. OK. Il y a quelque chose qui est très intéressant à observer sur ce polygone des fréquences, c'est que si on réduit les classes, donc si on réduit l'intervalle qu'on attribue à chaque classe, par exemple, on va prendre 1,60, 1,61, 1,61 à 2, eh bien, on va obtenir plein de micro-rectangles et cette infinité de micro-rectangles va nous donner une courbe qui se rapproche du polygone des fréquences. Donc, la propriété qu'il faut retenir, c'est que lorsque le nombre des classes tend vers l'infini, histogramme et polygone des fréquences tendent à se confondre. OK ? C'est ce que je vous ai représenté ici. Lorsque on a un nombre infini de classes, on va obtenir ce genre de choses, ce style de courbe. Et cette courbe, on va l'étudier si on a la chance dans un prochain cours. C'est une courbe de Gauss. Et à partir de cette courbe, on va pouvoir étudier l'écart type, les variances, la moyenne aussi. Et ça va vous être utile aussi pour plein de lois que vous allez voir cette année, notamment dans le chapitre 5 de maths et dans le chapitre 9 de maths. OK. Donc, juste une petite définition. Le sommet de cette courbe de Gauss, on l'appelle la courbe de fréquence. Et il faut retenir que le polygone de fréquence, l'histogramme et la courbe de fréquence tendent à être confondus lorsque le nombre de classes tend vers l'infini. OK. Maintenant, comment on va représenter les données quantitatives? Donc, là, la question, ce serait plutôt quels paramètres vont nous permettre de caractériser les données quantitatives? Eh bien, on a deux types de paramètres. On a les paramètres de position ou les paramètres de dispersion. Les paramètres de position, ça va être la moyenne, la médiane, le mode et les quantiles. Les paramètres de dispersion, ça va être la variance, l'écart type et l'intervalle interquartile. Ça, on ne pourra pas le voir aujourd'hui, mais juste retenez que moyenne, médiane, mode, quantile, c'est des paramètres de position ou des paramètres de tendance centrale. Et les paramètres de dispersion, ça va être la variance, l'écart type et l'intervalle interquartile. Et c'est utilisé pour décrire les données quantitatives à une seule dimension. Donc voilà, le cours, il n'était pas très long. Là, on a fait quasiment la première moitié du chapitre, on a fait quasiment les trois quarts en fait du chapitre 1 de maths.
Donc, on va finir par deux petits QCM. Donc, je vais vous laisser faire le premier QCM et après, on va corriger. Ensuite, on fera le deuxième. C'est bon? On peut corriger? Oui. Ok, ça marche. Ouais. Ok, la ligne polygonale. Déjà, pardon. Vous avez trouvé quoi? A, E, et j'hésite entre la C et la D. Ok. Sur la véracité de l'une ou de l'autre. Non, c'était ça. C'était à eux. Bravo. Ok. La ligne polygonale constituée en joignant les milieux du bord supérieur des rectangles dans le cas d'une représentation des données quantitatives et le polygone des fréquences. Donc, bien faire la différence entre histogramme, polygone des fréquences et courbe des fréquences. Ok. Donc, ça, c'était juste. Les données quantitatives continues peuvent être représentées par un diagramme en bâton. C'est faux. Les données quantitatives continues, on va les représenter par un histogramme. Les données quantitatives discontinues, c'est cela qu'on pourra représenter par un diagramme en bâton ou les données ordinales. La moyenne est un paramètre de dispersion. Ça, c'est faux. C'est un paramètre de position ou de tendance centrale. Donc, je vous rappelle, les paramètres de position, c'est moyenne, médiane, quantile et c'est quoi le dernier? Le mode. OK. D, l'écart type est un paramètre de position. Ça, c'est faux. C'est un paramètre de dispersion. OK. Les données quantitatives continues sont classiquement représentées par un histogramme. Ça, c'est vrai. On vient de le voir. Donc, les bonnes réponses étaient AE. Et dernier QCM. Parmi les paramètres suivants, lesquels permettent de décrire les variables quantitatives? Je vous laisse le faire. C'est bon? On peut corriger? Ouais. OK. Vous avez trouvé quoi? Yeah. B, déjà. Histogramme déjà. Mhm. Ok. La moyenne aussi. Ouais. Et Je sais pas. Et écart type? le quartier, ouais. OK, bah ouais, c'est ça. Donc, tableau de contingence, données quantitatives à une dimension. Histogramme, tableau de contingence, données qualitatives à deux dimensions. Excusez-moi. Histogramme, données quantitatives à une seule dimension. Diagramme camembert, données quantitatives ou ordinales à une seule dimension. Écart type, camembert, c'est données qualitatives ou ordinales à une dimension. Écart type, données quantitatives à une dimension. Et moyenne, données quantitatives aussi à une seule dimension. Voilà. Pardon. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Tout Bijvat Saméar. On va essayer. Désolé, j'ai été pris un peu au dépourvu. J'aurais bien voulu faire à la fin du cours, sachant qu'il nous reste encore 20 minutes. Mais je l'ai su que avant lundi, quoi, que je devais vous faire court. Donc, je n'ai pas pu préparer suffisamment de diapos pour combler l'heure. Voilà. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir, merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.